On parle des tumeurs cérébrales et j'ai avec moi Sarah et Frédéric. Sarah, un bon ASCO? Eh bien, pour pas déroger à la règle, en fait, on se retrouve avec un ASCO assez pauvre en abstract, alors que d'habitude, c'est plutôt à l'ESMO qu'on a un peu plus de chance. Je vais vous parler surtout de cette étude, qui est l'étude la plus importante dans le glioblastomodiagnostic. Vous savez que la population de patients MGMT méthylés a des taux de réponse plus importants. C'est un facteur prédictif de réponse au T-modal. Donc, lorsqu'on fait la radiochimiothérapie concomitante associée au T-modal, cette étude s'intéresse justement à cette population de patients MGMT méthylés et de l'intérêt de l'association des PARP inhibiteurs dans cette population. Donc on randomise les patients après radiochimiothérapie concomitante, et dans cette étude qui est très importante en nombre de patients, on a en tout cas une première donnée qui est importante, c'est le taux de méthylation du MGMT qui jusqu'à présent dans la littérature n'était pas tout à fait connu, était de l'ordre de 60, et il est de 61% dans cette étude, ce qui est intéressant. L'autre chose, c'est que c'est une étude américaine et on voit apparaître quelque chose qu'on va voir apparaître de plus en plus, c'est l'utilisation d'Optune. Vous savez, ce dispositif de Novocure qui délivre du courant alternatif aux patients, qui est en fait une sorte de maxi-stup avec ces laissés positifs de ces dernières années avec un delta d'augmentation de la survie globale de l'ordre de 4 mois. On n'est pas étonné de voir apparaître une demande des patients avec un amendement qui a dû être fait pour cette étude pour intégrer les patients. Et il y a eu de l'ordre de 17% de patients qui ont eu finalement le Novocure, enfin l'Optune dans cet essai. En termes de résultats, on n'est pas étonné de la toxicité de classe des inhibiteurs de PARP avec une neutropénie non négligeable. Et c'est une étude qui est négative. L'orateur s'est un peu accroché sur le frémissement de la survie globale, mais je pense que c'est assez mauvais perdant de sa part. C'est une étude qui est négative. Pour le reste des études que je vais vous présenter, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus précoce. Cependant, ce que je voudrais aujourd'hui pointer, c'est peut-être ce qui est à suivre et à garder à l'œil pour les prochaines années, parce qu'on a quand même des signaux intéressants. Et alors, ce que vous savez, c'est que l'immunothérapie dans le glioblastome à ce jour n'a pas montré son efficacité, et on persévère dans la tentative de trouver une façon d'utiliser l'immunothérapie, parce que c'est tout à fait étonnant la non-réponse jusqu'à présent. Et cette étude-là propose de tester des injections intramusculaires de plasmide avec des gènes d'intérêt, notamment le gène de HTERT qui est pertinent dans les glioblastomes, associé à un anti-PD1, le cemiplimab. C'est une étude qui prend quelques libertés. On est sur une phase 1-2. Notamment, il n'y a pas d'adjuvant dans les patients qui sont MGMT non méthylés, ce qui n'est pas un protocole standard. Et puis, on fait de l'hypofractionné en 3 semaines pour la radiothérapie. Ce sont des données qui sont immatures, mais on a quand même l'impression d'avoir une efficacité, notamment chez les patients MGMT méthylés. Une approche qui est tout à fait à suivre, comme l'abstract suivant, qui s'intéresse à la vaccinothérapie. Alors, en termes d'ingénierie, pour réaliser ça, on a forcément peu de patients, et c'est la même équipe qui a réalisé en fait 3 essais consécutifs sur un vaccin à base de cellules dendritiques ciblant le CMV. Ce qui est intéressant, on reste sur un nombre faible de patients, forcément dû à la procédure, autour de 40 patients, mais ce sont 3 essais consécutifs avec une positivité, une significativité qui est étonnante et peut-être à suivre. Enfin, la dernière étude dont je vais vous parler, c'est une étude négative, mais il s'agit de l'analyse des prélèvements qui ont été réalisés lors de cette étude, en termes de génomique, mais aussi en termes de prélèvements fécaux. Cette étude, c'est une étude à nouveau d'immunothérapie, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'étude est négative qu'on ne peut pas en apprendre des choses, qui testait l'atezolizumab en association avec le protocole STUP. Clairement négative en termes de clinique, mais ce qu'on retrouve, c'est qu'on arrive à distinguer des clusters quand même qui sont tout à fait intéressants de patients. Le cluster 2 que vous voyez en haut à gauche est un cluster qui est quasiment essentiellement féminin. Le cluster 3 est un cluster de patients qui sont EGFR amplifiés. Ce qu'on voit aussi également à droite, c'est que le taux mutationnel de ces patients-là, lorsqu'on distingue la population de patients qui a une survie médiane supérieure à la moyenne et la population de patients qui a une survie médiane inférieure à la moyenne, eh bien, contre-intuitivement, on se retrouve avec des patients qui ont un meilleur pronostic lorsqu'ils ont un taux mutationnel bas, ce qui est absolument inhabituel. Et enfin, en termes de microbiote, on a l'impression d'avoir une diversité en fonction de la survie des patients. Donc, c'est des analyses qui sont tout à fait passionnantes et à suivre pour la suite. Et je pense qu'on en reste là pour ma partie.
Merci beaucoup, Sarah. Frédéric, traitements locaux peut-être? Ça va être tout à fait, comment dire, provoquant. Ce qui est intéressant sur le plan pratique, c'est qu'on va rester sur la maladie très locale. Hein. Donc, sur une maladie très locale, l'essentiel va être invisible pour les yeux. C'est la conclusion de mes certes pauvres, mais intéressants slides qui vont suivre. Pourquoi? Après toutes ces batailles qui, honnêtement, n'ont pas été gagnées sur les glioblastomes, et là, il y a une petite suite qui a été faite par le discutant de l'abstract que j'ai choisi, qui était un abstract chirurgical, on peut dire que nous avons participé, ici à Gustave Roussy, à tous ces essais qui sont tous revenus non positifs, on va dire très gentiment, dont encore un qui est en cours, mais globalement, ces batailles n'ont pas été gagnées depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Donc après ces centaines de millions de dollars, les neuro-oncologues redécouvrent que le challenge fondamental, c'est que c'est une maladie infiltrante. Alors bien entendu, d'autres cancers sont infiltrants, mais celui-ci a particulièrement cette caractéristique et on redécouvre donc la très dure réalité que le traitement local purement chirurgical et radiochimiothérapique est loin d'être suffisant, en particulier en ce qui concerne l'infiltration microscopique à distance. C'est ce que vous voyez dans la petite diapo en bas à gauche. Et c'est cette zone-là sur laquelle à la fois l'abstract, le travail de l'équipe allemande et le discutant ont beaucoup insisté. En effet, quand on s'intéresse et quand on présente un dossier clinique de patients porteurs d'un glioblastome, on prélève, on enlève essentiellement la partie qui prend le contraste, celle que vous voyez en haut à gauche, et c'est sur celle-ci que les prélèvements étudiés permettent des diagnostics histomoléculaires. Très clairement, on ne s'intéresse pas à cette partie-là, qui est là en bas à droite, le post-op, et c'est bien sur le post-op que tout va se jouer. C'est sur le post-op que le traitement adjuvant, la radiothérapie, la chimiothérapie et toutes les nouvelles drogues qu'on a pu essayer jusqu'à présent vont se concentrer. Mais ce n'est pas là qu'on a l'information, puisque là, justement, on a du mal à faire la part des choses entre l'œdème vasogénique et l'infiltration purement tumorale. En 2022, on en est encore là. Et deuxièmement, ces prélèvements n'ayant pas été faits, la maladie étant très hétérogène, on fait des études sur ce qui a été enlevé et non pas sur ce qui reste. Globalement, c'est ce que j'ai retenu de cette présentation assez basique. Donc, par exemple, ici, vous avez tout simplement, pour un patient récent que nous avons pris en charge, vous voyez très très bien que la prise de contraste est forte, mais qu'en fait, la réalité est différente quand vous la regardez en hypersignal flair, et ce sont des maladies qui sont très rapidement évolutives. Donc, la tumeur la plus active, elle est en périphérique, elle est mal rehaussée en T1-GADO et elle est très mal visible. Différents outils existent pour mettre en évidence le flair, bien sûr, qui est au moins un outil très basique, mais aussi la perfusion, la diffusion et la TEP-F-DOPA. On fait maintenant de l'intelligence artificielle, en particulier à Gustave Roussy, sur les images des patients qui commencent leur prise en charge radiochimiothérapique. Donc, en gros, l'argument était essentiellement sur, quand vous faites une résection, vous la faites à la fois la plus large possible, donc là, évidemment, c'est le cas, mais il faut dépasser la prise de contraste en termes de résection quand cela est possible. Alors qu'on est dans le glioblastome, on est finalement maintenant avec le même raisonnement que dans la grade 2, donc dans les bas grades pour les patients jeunes. Si résection supratotale, on peut à ce moment-là beaucoup mieux étudier l'hétérogénéité tumorale, sachant que le front tumoral est certainement celui qui nous donnera le plus d'informations pour avancer, au-delà des imageries qui ne seront jamais spécifiques, comme celle que vous voyez ici, et qu'on utilise au quotidien et en routine. Donc la conclusion de cette présentation était que sur, si je me souviens bien, 744 patients recrutés sur 7 centres, eh bien, si on analyse le premier groupe qui a été un peu construit, qui est une chirurgie dite supratotale, c'est-à-dire on enlève la prise de contraste plus le maximum d'hypersignal flair, donc on va clairement au-delà de la prise de contraste, on se retrouve avec des survies médianes qui sont clairement meilleures. Et il faut bien dire une chose, c'est que le biais statistique a été quand même essentiellement corrigé après analyse multivariée, âge égal, MGMT égal, localisation anatomique égale. Donc on est quand même sur une forte tendance à être de plus en plus agressif sur le plan chirurgical. Maintenant, la question est, une fois qu'on a décrit l'intérêt de la chirurgie, il faut aller un petit peu plus loin, se pencher justement sur ces prélèvements qui ont été faits en périphérie et ne pas céder à la facilité de dire a chance to cut, a chance to cure, parce qu'on n'en est pas encore là, mais ça c'est un Américain qui parlait. Est-ce que ces données d'infiltration périphérique, en tant que radiothérapeute, ce sont des données
que tu utilises dans ta pratique en termes de définition du champ? Dans notre quotidien, on insiste beaucoup, en particulier auprès des plus jeunes, dans leur formation, sur le fait que dans ces gliomes de haut grade, l'essentiel n'est effectivement pas dans la prise de contraste et la nécrose centrale, mais je leur interdis maintenant d'utiliser le terme œdème. Ça n'est pas de l'œdème, c'est une description qui est tout à fait fausse et physiologiquement inexacte. Il faut se concentrer justement sur ce qui reste, et ce qui reste en général, c'est ce qui n'est pas visible, et c'est celui-là qui est digne d'intérêt à tout niveau, radiothérapique pour pouvoir définir mieux le volume cible, et puis sur le plan histomoléculaire, parce que c'est là que probablement l'hétérogénéité est la plus forte. Sarah, tu nous as parlé rapidement de cette histoire d'Optune. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Alors oui, c'est assez indéniable son efficacité. On a tourné pas mal autour parce que c'est un dispositif donc, qui se porte de l'ordre de 18 heures par jour, qui est extrêmement onéreux et qui se porte normalement lors de la situation adjuvante. C'est-à-dire qu'on commence le T-modal adjuvant après la radiochimiothérapie et on se met à porter ce casque qui est quand même assez lourd en termes de batterie, mais bon, ça va s'améliorer avec le temps. Et on doit le porter jusqu'à la rechute, alors que c'est ce moment-là, ce seul moment en fait où les patients sont en quelque sorte en rémission ou en tout cas sans traitement dans l'histoire de la maladie. Donc on a pas mal de réticence à utiliser ce dispositif. Il n'est pas remboursé, pas disponible à ce jour en France, mais on a quand même un essai qui est positif. On a gagné 4 mois en survie. Donc, et quel est le principe ? C'est un courant alternatif qui est de faible intensité, mais qui aurait des vertus antitumorales ou on sait... antimicrotubule, quoi. D'accord. Donc c'est indéniablement efficace. On a juste, c'est un nouveau dispositif, donc on a déjà beaucoup de mal à se l'approprier en tant qu'oncologue, mais bon, ça viendra. Hein. Je veux dire, si c'est positif, il faudra bien. C'est positif de toute façon. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître de toute façon, et les patients nous le réclament de plus en plus. Ok. Questions dans la salle ? C'est bon. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Et dans quelques minutes, on se retrouve pour les anticancéreux en phase précoce. À tout de suite.